Bonjour à tous et à toutes. Vous avez sûrement dû voir cette affiche dans un manuel scolaire ou dans une exposition consacrée à la résistance. Le groupe Manouchian, c'était un groupe de résistants communistes, 22 hommes et une femme. Il y avait vraiment beaucoup de nationalités parmi ces résistants. Des Italiens, des Arméniens, des Polonais, des Roumains, des républicains espagnols, des membres de la communauté juive. Et aujourd'hui, Manouchian, le leader du groupe, entre au Panthéon. Cette entrée au Panthéon, si elle a été saluée parce que c'est un bel exemple, a aussi critiqué par d'autres personnes, notamment l'historienne Annette Vivorka, qui trouve que si on fait entrer Missak, on doit aussi faire entrer tous les autres, puisqu'ils étaient unis. Et ça invisibilise aussi finalement les autres membres du groupe Manouchian. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la seule femme du groupe Manouchian. Golda Bansik est née en 1912 à Kishinev, en Moldavie. Elle est issue d'une famille juive de 6 enfants. Son père était un petit fonctionnaire, donc c'était une famille plutôt modeste. Quand elle a 6 ans, la Moldavie est annexée par la Roumanie. Très tôt, Golda parle donc plusieurs langues. À l'école, elle apprend le roumain. À la maison, elle parle le yiddish. Elle commence à travailler très jeune dans une maroquinerie. Les conditions sont extrêmement difficiles, surtout pour une enfant. L'usine est mal isolée, il y a des gouttes de pluie qui s'infiltrent dans le toit. Les cadences sont infernales et les contremaîtres sont particulièrement sévères. Mais très tôt, Golda se sent aussi l'âme d'une militante. Elle adhère à un syndicat et alors qu'elle n'a que 12 ans, elle est emprisonnée pour avoir participé à une grève. Elle se fait tabasser par les gardiens, mais elle ne perd pas sa détermination. Et à partir de ce moment-là, elle va faire plusieurs séjours en prison. À l'époque, les prisons roumaines étaient réputées pour être des cadres de formation pour les dirigeants du Parti communiste. C'est donc en prison que la jeune Golda va apprendre la théorie marxiste, qu'elle va commencer à lire Jean Jaurès et Émile Zola. Quelques années plus tard, elle est envoyée par le parti à Bucarest pour y poursuivre une formation. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre celui qui va devenir son compagnon, Jacob Salomon, un jeune poète qui utilise aussi le pseudonyme d'Alexandre Rujar et qui est surnommé Paxu par les intimes. À 23 ans, Golda a déjà acquis une petite notoriété puisque c'est désormais elle qui forme les plus jeunes. C'est aussi à ce moment-là qu'elle change de prénom. Son prénom de naissance, Golda, est trop connoté juif et elle préfère se faire appeler Olga. Et elle est condamnée de nouveau à la prison, mais cette fois-ci à 3 ans de prison. Donc c'est 3 ans qu'elle va passer dans des conditions difficiles, sans lit, sans chauffage, de la nourriture en faible quantité. Mais heureusement, Jacob est là pour la soutenir. Il vient régulièrement la voir et il lui apporte des livres. L'Europe est aussi bouleversée par un événement, la guerre civile espagnole, donc qui oppose les républicains espagnols aux partisans de Franco. Et en 1937, Jacob est envoyé en France avec une mission, faire passer des armes venues de Russie aux Brigades Rouges. Donc les Brigades Rouges qui sont un groupe communiste dans la guerre d'Espagne. En 1938, Olga est enfin libérée de prison et elle peut le rejoindre à Paris. Au début, elle bénéficie d'une certaine liberté. En effet, dans les années 1920, la France est le premier pays d'immigration. Il accueille de la main-d'œuvre étrangère peu qualifiée, mais aussi des étudiants juifs, notamment venus des pays d'Europe de l'Est, qui sont discriminés dans l'accès aux études et qui vont poursuivre leurs études en France. Elle s'inscrit d'ailleurs à la Sorbonne et en parallèle, elle a un emploi de vendeuse. En 1939, le jeune couple donne naissance à une petite fille. Ils décident de l'appeler Dolores en hommage à Dolores Ibarruri,
une femme politique et héroïne de la guerre d'Espagne, qui a dû fuir le pays à cause du régime de Franco. Mais leur bonheur est de courte durée, puisque en 1940, la France signe l'armistice. La France est donc occupée par l'Allemagne nazie, et très vite, les rassemblements et les manifestations communistes sont interdits et brutalement réprimés. Mais les deux tourtereaux n'abandonnent pas le militantisme pour autant. Jacob et Olga rejoignent la MOI, la main-d'œuvre immigrée, un groupe composé de communistes, notamment étrangers et juifs, dont la plupart étaient assez jeunes. Le 13 septembre 1941, Jacob est arrêté. Olga se retrouve seule avec sa petite fille et c'est assez difficile parce qu'elle subit aussi le rationnement. Elle gagne un peu d'argent cette fois-ci en faisant des ménages, mais heureusement elle peut toujours compter sur ses camarades du parti pour garder son bébé. Elle sait que Jacob a été emprisonné provisoirement à Drancy, donc elle se rend au camp et elle essaye de l'apercevoir, elle essaye même de lui envoyer des lettres, mais sans succès. Jacob, quant à lui, a un plan pour réussir à sortir du camp. Il mâche des morceaux d'allumettes et cela le rend malade et il est donc envoyé à l'hôpital Tenon. Une fois qu'il est à l'hôpital, Olga organise à nouveau un plan pour le faire évader de l'hôpital. Elle lui fait passer une corde et il s'échappe par la fenêtre. Jacob et Olga sont brièvement réunis, mais pour leur sécurité, ils doivent de nouveau se séparer et Dolores est confiée à une famille d'accueil. Olga devient responsable technique d'un groupe de femmes résistantes. Olga récupère les armes, elle les raccommode, elle les cache, elle fabrique aussi des bombes artisanales. Bien sûr, elle cache sa réelle identité, elle utilise de faux papiers qui ne mentionnent pas son origine juive. Elle se choisit aussi un pseudonyme de résistante, elle se fait appeler Pierrette. Quelquefois, elle passe devant l'école militaire ou devant le Luxembourg, là où se trouvent les blindés allemands. Elle cache des grenades aussi dans son cabas et elle les pose discrètement sur les roues arrière des blindés. Et progressivement, elle se lie d'amitié avec d'autres résistants. Elle fait la connaissance de Marcel Rajman, dit Michel, un jeune résistant juif, et c'est lui qui va l'introduire au groupe Manouchian. Elle rencontre aussi des personnages un peu connus, comme les résistants Knar et Misha Aznavourian, qui sont aussi les parents du chanteur Charles Aznavour. Malheureusement, le 16 novembre 1943, l'étau se resserre. C'est d'abord Misak Manouchian qui est arrêté le matin. Vers 13h30, Olga et son ami Michel Rajman sont attendus par un camarade. Ils se rendent au lieu du rendez-vous, rue du Docteur Bruce, mais tout d'un coup, ils sont encerclés par 6 policiers. Olga crie, elle tente de protester, elle dit qu'elle ne comprend pas, mais elle est emmenée de force dans une voiture noire. Elle arrive au quai des Orfèvres, une femme la fouille, on lui pose quelques questions, mais elle ne dit toujours rien. Elle dit qu'elle est innocente, elle prétend s'appeler Marie Lebon et être juste une femme de ménage sans histoire. Elle dit que c'est une erreur. Et sur le banc, dans le couloir, elle reconnaît une dizaine de camarades. Parmi eux, Misak Manouchian. Ils n'osent pas se parler et à travers les portes dans le couloir, ils entendent aussi d'autres personnes qui sont en train de se faire interroger et de se faire torturer. Olga s'assied et elle fait semblant de ne pas les reconnaître. Olga elle-même est interrogée. On la frappe à coups de poing, à coups de pied, à coups de nerfs de bœuf. Mais elle n'avoue pas le nom de ses complices. Quand on lui demande si elle vit bien en concubinage avec Jacob Salomon, elle répond que oui, mais elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Au bout d'un moment, elle consent simplement à donner son adresse. Elle dit ignorer le nom de la personne qui l'a recrutée en juillet 1943 pour participer à une organisation de résistance communiste. Pendant 10 jours, elle subit 10 jours d'interrogatoire. Le 27 novembre, elle est emmenée avec tous ses camarades à la prison de
Ukraine. À leur procès, on les qualifie de dangereux bandits, de terroristes, de criminels. Olga affirme qu'elle ne regrette rien, qu'elle s'est battue pour la France libre, pour le pays des droits de l'homme. Et malheureusement, elle et ses amis sont tous condamnés à mort. Bien sûr, ce procès est très médiatisé et fait l'objet d'une intense campagne de propagande. L'affiche qui sera ensuite appelée l'affiche rouge est placardée dans Paris et dans les campagnes. On peut se demander pourquoi Olga n'apparaît pas sur cette affiche. Eh bien, tout simplement parce que elle était une femme et selon les Allemands, montrer un beau visage de femme, ça pouvait susciter la compassion, alors que non, il ne fallait pas du tout susciter la compassion. Il fallait qu'on comprenne bien que les membres du groupe de Manouchian étaient des terroristes et des criminels. C'est elle, la Roumaine. Olga Benchik. Oui. Évidemment, vous ne la mettez pas sur l'affiche. Pas une femme. Ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, il y a aussi Rouxel et Cloarec qui ne sont pas présents sur l'affiche, par exemple, parce que leur nom de famille était trop français et il fallait vraiment montrer le criminel comme étant l'étranger, comme étant le juif, l'arménien, l'italien, le polonais. Quelles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs? Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais. Les 22 hommes seront fusillés, mais pas Olga parce que selon la loi allemande, on n'a pas le droit de fusiller des femmes. Olga sera donc transférée dans une prison à Stuttgart. La légende voudrait qu'elle ait été décapitée à la hache, mais en fait non, elle a été guillotinée. Le 10 mai 1944, elle est condamnée à mort. Elle écrit une dernière lettre à sa fille Dolores. Ta mère t'écrit la dernière lettre, ma chère petite fille. Demain à 6h, le 10 mai, je ne serai plus. Mon amour, ne pleure pas. Ta mère ne pleure pas non plus. Je meurs avec la conscience tranquille et avec toute la conviction que demain tu auras une vie et un avenir plus heureux que ta mère. Tu n'auras plus à souffrir, sois fier de ta mère, mon petit amour. J'ai toujours ton image devant moi. Salomon et leur fille Dolores, aussi surnommée Dolly, retournent dans leur pays d'origine, la Roumanie. Salomon s'essaye un peu en politique, il devient cadre du parti communiste local, mais en 1956, il est mêlé à un procès et il doit mettre fin à sa carrière politique. Il devient ensuite écrivain. Une fois adulte, Dolores travaille dans un musée. Après la mort de son père, Dolores immigre en Israël. Olga Benchik n'est pas très connue en France, mais elle a été célébrée dans son pays d'origine, la Roumanie. Il y avait notamment une rue à son nom en Roumanie, mais cette rue a été débaptisée après la chute du mur de Berlin. Dans cette vidéo, je vous ai parlé d'Olga Benchik, mais j'aurais pu tout aussi bien vous parler de Christina Veiko ou d'Annette Richtinger ou encore d'autres femmes de la résistance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker. On se retrouve dans 2 semaines pour parler d'une femme qui a elle aussi marqué l'histoire, Jeanne de Belleville, qui était une femme pirate.